toute la vie entière, en fait, on est quand même toujours collectif, quoi. L'être humain, il est comme ça. Mais il y a aussi des animaux qui vivent en meute, qui vivent ensemble. Alors dans tous les cas, on sait faire pour vivre à plusieurs. Et pour moi, les fermes, c'est primordial que ce soit partagé. C'est un métier qui est dur, ça c'est clair. Plus on est ensemble, plus c'est fort. Et en fait, sans le collectif, je serais déjà foutue. Là, il y a eu la DNC, l'AFCO cette année. Au niveau stress, angoisse, tout, en fait, c'est hyper violent. Et de se dire, ça, tu te retrouves tout seul ou même à deux, au niveau mental, c'est hyper dur. Et du coup, tu te dis, mais en fait, le collectif, il t'aide vachement à relativiser. Et quand t'es à deux, en fait, oui, ou à 5, ou à 8, en fait, c'est tellement plus vivable. Chacun va donner son avis, et puis en fait, tout le monde a des avis différents, mais aussi qui sont hyper complémentaires, constructifs. Avant, on avait un système agricole qui était très robuste, avant le remembrement. C'était robuste. On a tout détruit, on est allé dans la performance, et on a délité un peu tous les écosystèmes, et nos systèmes sociaux et autres. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en ce moment, c'est essayer de réparer. Et pour réparer avec l'urgence climatique, c'est de la performance. Ça nous amène à devoir être performants pour remettre de la robustesse. On ne peut pas considérer des micro-robustesses comme étant le fruit d'une robustesse globale. On a une grippe et là, pour l'instant, on ne fait rien pour... C'est comme si on laissait la grippe prendre le dessus et qu'on ne met pas la performance à fond pour justement remettre la structure robuste en place et pour que le système humain au sein de cette terre puisse se maintenir. Dans le précédent épisode, vous avez pu toucher du doigt, à travers une conférence et des témoignages pendant les rencontres des fermes collectives, à quel point il est complexe, pour ces fermes, de trouver un équilibre entre performance et robustesse face à un système qui les contraint de plus en plus. Dans la seconde partie, plusieurs fermes, et notamment la ferme collective des Volonteux, témoignent. Se sentent-elles robustes dans un monde fluctuant ? Qu'ont-elles mis en place pour renforcer leur robustesse ? Et qu'est-ce qui est difficile à mettre en œuvre ? Je m'appelle Opaline et j'anime le podcast Agroécologie Voyageuse pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre. Ce reportage a été réalisé en partenariat avec EU Farms, un réseau de fermes apprenantes agroécologiques et bio en Europe, et le réseau Les Fermes Partagées, que vous entendrez à plusieurs reprises sous le nom de FEP, qui propose d'outiller et d'accompagner les collectifs agricoles pour répondre aux enjeux du renouvellement des générations agricoles et de la transmissibilité des fermes. Je rappelle que pour compléter cette écoute, vous trouverez de nombreuses ressources dans les notes de l'épisode. Belle écoute. L'idée c'est de remplir ce support, donc là je vais vous en donner un premier. Donc c'est un choc climatique. Donc il y a une énorme sécheresse qui s'installe durant 8 mois d'affilée. Donc le truc, et c'est des scénarios qui sont probables dans les années à venir. L'accès à l'eau est limité aux usages essentiels. Suite à cet épisode, une gouvernance de l'eau est mise en place au niveau du territoire pour établir les usages prioritaires et mettre en place des moyens de préservation, rétention ou régénération de la ressource. Donc il y a vraiment des quotas d'utilisation de la ressource en eau et ça impacte directement votre activité ou pas. Ça a déjà été le cas. Oui, ça a déjà été le cas. Là, c'est juste que c'est une sécheresse très longue. Ouais. Donc là, c'est vraiment un truc qui s'installe pendant des mois et des mois. C'est 8 mois de très forte sécheresse avec des gros quotas d'utilisation. Qu'est-ce que ça fait à votre système ? Nos ressources, nous on a besoin énormément d'humains parce qu'il y a quand même beaucoup d'humains et mine de rien de stagiaires. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'elles fonctionnent avec des stagiaires, c'est pas ça, mais ça nous aide aussi dans cette notion collective de dire on prend un peu plus de temps pour nous, on soulage aussi les activités. Ben, mine de rien, les stagiaires en font beaucoup. Et puis il faut le dire parce que faut pas se cacher derrière des mensonges. La ferme des Volonteux a, en 15 ans d'existence, énormément travaillé sa robustesse. C'est une ferme structurée autour d'une SCOP qui assure la transmissibilité de l'outil de production et l'accès à la protection sociale des paysannes et paysans. Grande culture,
meunerie, boulangerie, maraîchage, arboriculture, élevage, pépinière, épicerie, herboristerie permettent de faire travailler 18 ETP et demi sur 31 hectares. Dans cet extrait d'un atelier qui a duré 1h30 en tout, et dont je vous partage ici l'essence, on passe au peigne fin avec David, arboriculteur de la ferme, comment un choc climatique impacte la ferme, quels sont ses points de fragilité et les pistes pour renforcer la robustesse du système. David devant présenter le système ferme à tous les participants dans un timing très serré, son débit est assez rapide et vous demandera donc une présence totale dans l'écoute de cette partie. Donc nous on a un gros besoin de fuel parce qu'en fait on a des tracteurs tout simplement et que en fait du coup c'est quand même 2000 litres à peu près à l'année qu'on utilise à la ferme, donc ce qui est pas rien. On est sur 4 hectares et demi de maraîche et 4 hectares et demi d'arbres, donc du coup les tracteurs c'est un besoin, donc le fuel on est dépendant. Les lecs alors de moins en moins parce qu'on a des panneaux solaires maintenant et on est 80% autonome. Mais mine de rien, on a quand même de l'apport, notamment pour le fournil, parce que c'est un four électrique. On a un four électrique, donc on a des besoins énergétiques, notamment qui commencent tôt. Donc du coup, là pour le coup, les panneaux solaires et tout, on n'en a plus. Donc il y a quand même un besoin extérieur en termes d'élec, même si c'est de moins en moins parce qu'on a cherché l'autonomie. Vous êtes juste où, c'est 3-4 Ah oui, dans la Drôme. 3-4 minutes pour présenter ça. Ouais. Juste. L'eau, dans la Drôme, à Beaumont-les-Valences, au sud. Non, mais c'est bien de savoir. Ouais. L'eau, on en a besoin carrément plus, mais par contre, on a un forage. Engrais, on dépend. Alors on a l'élevage, donc on a quand même des besoins en maraîchage, ça compense pas mal, mais quand même on achète du granulé, notamment pour l'arbo. Et des prestats extérieurs pour les grandes cultures, notamment la moissonneuse batteuse, tout ça et tout. Si on n'a pas ça, en fait on n'a pas les sources de revenus. C'est notre magasin, essentiellement notre magasin qui fait le grand de notre chiffre et de nos ventes. Après on a le marché sur Valence. On travaille avec la Carline, avec qui on est partenaire, on est associé. Donc du coup on en vend pas mal à la Carline. Et après la Carline c'est Adi, c'est une scope Adi qui est une épicerie du coup. Et après, on a, notamment pour les fruits, vu que c'est des gros pics, exceptionnellement à l'année, du coup, on va vendre aux amas Grenoble, à Grappes, à Lyon, à Graines de Cocagne. Donc ça, c'est des one-shots, des gros volumes. Et puis nos ressources financières, ce que je disais tout à l'heure, des banques, tout simplement. Et puis titres participatifs, les aides des partenaires, parce que parfois la Carline, on est associé et eux, ils ont des moyens de financement. Ils ont lancé des moyens de financement d'aide pour les partenaires. Donc du coup, ils nous aident pas mal quand on a des problématiques financières. Et voilà, comme ce que j'ai dit, c'est qu'on a la production qui nous permet de revenir. C'est la majorité de toute façon de notre revenu, mais parfois des livres, ou avant c'était le cas aussi avec la fripe, on essaie de diversifier aussi. Et puis parfois quand on va justement aider de nouveaux collectifs à se monter, c'est des temps, comme disait Feb, qui sont financés. Donc c'est des petites sources de revenus, mais plus ça donne quand même un petit pécule. On a beaucoup d'écosystèmes autour de nous, Feb, Atelier Paysan, le Grappe Colibri, la Jardinière, les voisins, parce qu'on travaille beaucoup avec nos voisins quand même. Que ce soit nos voisins directs, mais aussi pour justement pour les prestations. C'est des gens qui vendent au magasin, avec qui on vend. En fait, on travaille beaucoup avec d'autres producteurs, où on fait de l'achat-revente de leur production. La famille de Rémi, parce qu'on est sur les terres de Rémi, donc de sa famille. Les stagiaires, beaucoup, donc avec les écoles de bébés qui viennent beaucoup aussi. Principe du vivant, la diversification, donc on est très diversifié, même on est 4 hectares et demi par exemple d'arbres, et en fait on est très diversifié en arbres, pareil en maraîchage. On autoconstruit beaucoup à la ferme, une autonomie énergétique comme je l'ai dit, et puis on booste aussi la biodiversité. Maintenant on fait partie du groupe des fermes paysages et sauvanes, ça y est depuis peu, et du coup là nous on travaille beaucoup sur la biodiversité aussi à la ferme. Communs partagés, c'était quoi ça contribue nous à créer des communs partagés? Ferme école, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est la transmission, comment on transmet les modèles coopératifs, donc ça on travaille beaucoup, donc avec FEP, par l'accueil de stagiaires aussi, donc forcément, par la location du tiers-lieu, parce qu'on a un tiers-lieu, et donc du coup il y a beaucoup de gens qui viennent par ce biais-là, et ça peut être tout type, des personnes juste des particuliers ou des petites activités, mais notamment aussi des groupes de travail, de réflexion autour des problématiques agricoles. Des échanges de pratiques, beaucoup aussi avec des pairs, des accueils BP. Voilà.
Et santé commune, donc du coup santé des milieux naturels. Nous on est dans un lieu, on a la chance d'avoir été sur un lieu qui a toujours été bio depuis les années 1900. Enfin, les grands-parents de Rémi étaient en bio. Nos voisins, c'est des pionniers du bio, qui est le parc Trouillot, c'est un pionnier du bio. Donc du coup on est dans un vallon qui est en bio, donc on est très préservé. Donc on a une biodiversité qui est vraiment forte, mais du coup on l'augmente aussi. Donc ça c'est un milieu naturel qui est quand même préservé, même si on se dit toujours qu'il y a des choses à faire. La santé de la société, on a un milieu quand même qui est la Drôme, enfin, je veux dire qui est quand même très poussé en termes de bio, bon même si ça fluctue, pas dans le bon sens, mais qu'il y a quand même des aides et il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour faciliter en tout cas l'installation en bio. Donc c'est quand même un milieu favorable. Et puis la santé humaine, j'ai minima parce qu'on est tous non issus du milieu agricole et ça c'est une richesse de fou. Et du coup ça c'est une richesse parce qu'on arrive tous avec nos compétences et on est hyper variés sur ce qu'on a fait dans la vie et ça c'est une richesse parce que du coup on ressorte des compétences qu'on a insoupçonnées parfois de personnes qui ont eu des parcours de vie dans certains milieux qui sont en fait une richesse pour le collectif. Et puis on s'entraide énormément entre nous. Du coup, il y a quand même une forte cohésion d'équipe entre nous. Et est-ce que vous habitez sur place ? Pas tous. Il y a Rémi, forcément, c'est ses terres et c'est sa famille et lui, il a sa maison sur place. Et normalement, ça aurait pu être ça. C'est pas un collectif de vie. Il y a la moitié du collectif qui, on va dire, en tout cas des entrepreneurs qui ne vivent pas sur place, mais Cray et Valence, on va dire, le plus loin. Et après, nous, il y en a qui se sont mis plus proches parce que c'était souvent ceux qui ont été là au début. Moi, j'ai trouvé une maison à côté parce qu'il fallait être là. De toute façon, c'est de l'agricole. Et Sylvain, qui est le maraîcher initial aussi et qui a trouvé aussi sur place. Voilà. Mais ça joue beaucoup de choses. C'est-à-dire que la santé humaine, il y aurait beaucoup de choses à dire, même en négatif. Entre guillemets, je pourrais apporter nos faiblesses aussi. Là, j'ai apporté quelles sont été nos forces, quoi. Ah oui, les prises de décision collectives, tout est pris en collectif. Une horizontalité des prises de décision, ça veut dire qu'on a une réunion toutes les 2 semaines de 3 heures qui permet d'établir les stratégies de la ferme, les réflexions sur la ferme, la partage aussi de ce qui se passe dans la ferme. C'est une cogérance tournante maintenant. Avant c'était Rémi le gérant, maintenant il a quitté la ferme, maintenant c'est une cogérance tournante tous les 4 ans, mais qui est aux prémices, ça veut dire que les cogérants, c'est les 2 premières années qu'ils le font, et là on rentre dans le processus de la cogérance tournante. Et nous, on est mutualisés, donc ça veut dire qu'on est une CAE. Une CAE, c'est pas comme une mutualisation normalement dans la logique des choses, mais nous, on a tout mutualisé, les risques et les bénéfices. Donc, du coup, toute prise de décision est prise collectivement à partir du moment où il peut y avoir un risque économique. Après, il y a quand même une forte valeur sur l'auto-entrepreneuriat, donc du coup, l'autonomie des activités. S'il y a des décisions clés, on prend collectivement. Le choc. Donc le choc, c'est la grosse sécheresse de 8 mois. 2022, on l'a vécu pendant bien 7 mois. Donc ça se rapproche quand même. Ok. Et du coup, l'idée, c'est... S'il y a quelqu'un qui peut écrire, parce que Ouais, si tu veux, je peux le faire. On a eu 7 mois de... Des restrictions ou pas ? Non, pas de restrictions. On a eu ça avait commencé en 2021, novembre à peu près, octobre, je crois. On l'avait tout, la France avait vécu un truc. Nous, ça a été fort dans la Drôme, mais toute la France avait. Et ça, en fait, on n'avait pas d'eau jusqu'à juin, juillet, et là, on a eu les orages en août. Juillet, août, ça a commencé, et puis après des orages diluviens. Et ça a été grosse pluie d'un coup. Et après, ça a été pluie pendant 2 ans. Donc là, on sort de la pluie. Tu te dis, pendant 2 ans, on a eu plus de 1000 mm. C'était même excessif. Donc du coup, c'était avant ça, il y a eu cette sécheresse. Eh bien, on s'est rendu compte de nos limites. Et on a eu une restriction en... l'été ? Ouais, peut-être ça a commencé en mai, je dirais. Ça devait, la Drôme était asséchée, là, c'était l'époque où la Drôme était asséchée. Qu'ils ont fait le film d'ailleurs. Les théories du boxeur, c'était à ce moment-là. Et c'était, c'est mai, juin, là, il y a eu les grosses restrictions. Alors, nous, un peu moins parce qu'on fait partie des nappes du Rhône. Mais toute la bio-vallée qui font partie de la Drôme, eux, ils ont été hyper impactés parce que du coup, il y a des grosses restrictions pour eux. Nous, on était un peu dans l'entre-deux. Par contre, on avait quand même, d'un point de vue préfectoral, des restrictions. On était dans l'obligation. Vous avez votre forage ? Alors, on a notre forage sur place. Il est privé. À quel point la ferme va être fortement impactée, pas ou peu impactée ? Okay. Est-ce qu'elle est préparée ou pas à ce choc ? Voilà.
Donc ce que je disais, c'est que vu qu'on l'a vécu, on est en voie 2. Il y a eu des restrictions, ce que je disais, et préfectorales à partir de mai. Ça faisait déjà donc depuis octobre qu'on était en sécheresse. En mai, on a commencé à avoir des arrêtés préfectorales qui nous disaient, ils savaient qu'on avait un forage à l'an. Je dis des choses, mais bon, ils le savent. On a un forage, mais il n'était pas déclaré parce qu'il y a eu un problème de déclaration. Donc, ils savaient qu'on était un milieu agricole, donc ils nous ont envoyé quand même le dossier de dire vous êtes soumis à la réglementation, mais par contre il n'y avait pas de contrôle parce qu'en fait on n'était pas dans le registre. Donc c'est pas qu'on joue avec ça parce qu'on n'est pas de cons, on se dit tout le monde est restreint, nous aussi on se restreint. Par contre il y a un truc qui nous sortait un peu du lot à dire que peut-être le soir nous on mettait un peu plus d'eau peut-être sur certaines choses, mais on se faisait en sorte que ce soit le soir. Maintenant ça y est, on est dans le registre et donc on rentrera dans ce lot là. Dans tous les cas, c'est que ce qu'on s'est dit, c'est que ça faisait un moment que dans toute l'Arbo on le mettait en micro-aspersion, et la micro-aspersion il n'y avait pas à cette époque, je sais pas si de restriction. La micro-aspersion il n'y avait pas de restriction, on pouvait arroser comme on voulait. Donc tout l'Arbo est en micro-aspersion sauf une parcelle qui ne l'est pas, mais une petite, c'est pas le plus de l'Arbo. Par contre le maraîchage, non. Tout le maraîchage c'est des asperceurs classiques, et là ils auraient été, et on l'a été, impactés du fait de ne pas devoir arroser. Là c'est dramatique, dans le sens que il n'y a plus de salade, il n'y a plus de radis, il n'y a plus rien. Si on n'a pas arrosé, et puis en pleine journée, on est obligé en pleine canicule d'arroser, autrement la salade elle flétrit, il y a beaucoup de choses qui flétrissent. Notre nappe, on ne l'a pas testée, mais à ce moment-là, on sentait des faiblesses du variateur et on se demande si la nappe, elle n'a pas bien baissé. Nous, on a un forage qui est très profond, mais donc 180 mètres, énorme, mais par contre, on ne puise qu'à 20 mètres parce que c'est le tuyau. Donc on aura la capacité de pouvoir mettre des tuyaux, mais bon, ça poserait problème de se dire mais attends, si on met des tuyaux, ça veut dire qu'elle est de plus en plus loin et donc du coup ça s'assèche de plus en plus, donc ça poserait question. Mais en tout cas, on n'a pas eu de problème de débit en tant que tel. Donc on a quand même un forage qui va profond et qui peut aller chercher. On se posera des questions éthiques par la suite. Mais en tout cas, on a cette capacité. Voilà. Ok. Alors. Donc tu as parlé de l'Arbo et du maraîchage. Oui, il y a le fournil. Le fournil, ils n'ont pas besoin, on n'y récupère pas nos blés. Et il n'y avait pas eu de problème de quintot. Parce que on a des variétés anciennes, 13 blés qui ont été sélectionnés depuis plusieurs années, où en fait elles se sont auto-sélectionnées, donc sûrement que la variété génétique doit tourner maintenant autour de 2-3, je veux dire maintenant les 13 elles sont oubliées, mais du coup elles ont été sélectionnées. On ne fait pas d'énormes rendements, mais par contre on est assez stable en termes de sécheresse et de sur-eau. C'est assez stable, on fait 30 tonnes à l'année, donc sur à peu près 10 hectares, parce que on fait quand même les rotations. Donc on est assez content, ça verse peu quand il pleut, ils sont robustes. Ça pour le coup, pas d'irrigation. Alors où est-ce que vous metteriez, je pense que les différents ateliers ne sont pas au même endroit du coup, Oui. l'impact, où est-ce que vous placeriez par exemple l'activité de maraîchage? Elle est fortement impactée. Ouais. Fortement impactée, Est-ce qu'elle est et est-ce qu'elle est préparée ou pas? Non, elle n'est pas préparée, on n'a pas mis les micro-aspersions, on pourra plus. Et s'il y a un arrêté préfectoral qui dit vous n'avez plus le droit d'arroser de telle heure à telle heure, ça veut dire qu'il y a une majorité. Alors goutte à goutte, on pourrait pour les tomates, mais encore sous serre, je veux dire à 40, si on est en sécheresse, je suis même pas sûr que sous serre on y arriverait. Donc non, ça impacterait énormément. Est-ce qu'ils ont été régénérés pour retenir mieux l'eau? Oui. Est-ce que vous mettez beaucoup de paillage? Oui, parce que nous on augmente, ça veut dire que quand on a récupéré la ferme, on était à 1,5 de matière organique, comme toutes les terres françaises, très bas. Et en fait, maintenant, on se rend compte qu'on est à 3. Donc, on a grave récupéré quand même. Dans 5, c'est dans le milieu qui va bien. Donc, on a récupéré. De là à dire qu'il peut supporter 8 mois de sécheresse, non. Enfin, il faut peut-être pas certains légumes pourraient être produits et d'autres qui et ont encore, besoin on n'a pas sélectionné les variétés parce qu'on n'a pas fait ce travail. Moi, j'en ai fait un peu, mais on n'est pas semencier non plus. Donc, on n'a pas fait ce travail d'adaptation des variétés. Donc en fait, c'est les variétés classiques. Je veux dire, on est sur des trucs très standardisés, quoi. Et donc du coup, qui sont pas adaptés à ce genre de conditions. Donc en maraîchage, c'est compliqué. Donc ça va être fortement impacté. Il y a des variétés qui vont marcher, forcément, mais d'autres moins. Mais l'ensemble va être impacté. Fortement impacté, mais non préparé. Non préparé, c'est un peu extrême. Moi, je l'aurais mis genre là, maraîchage. Si on devait faire expérimenter, augmenter la matière organique dans le sol qui stocke de l'eau, ça c'est sur le long terme. Mais la microaspersion qui serait un truc court terme, ça c'est pas faire. Non. Donc sur le long terme, vous avez une dynamique qui va dans le bon sens. Mais il y aurait peut-être un équipement
immédiats à faire qui pour l'instant, et donc du coup on en vient à la santé financière qui nous permettrait, on n'aurait pas. Pour la logique, je donne un complément par rapport à ce choc-là. C'est associé à la sécheresse, des fortes chaleurs du coup, et du coup conditions de travail, impactées. Quid des conditions de travail dans des situations où on pourrait faire 45 degrés, qu'est-ce qui se passerait quoi. Donc associer ça aussi. Alors en résumé, pourquoi le maraîchage est fortement impacté et peu préparé? La problématique que je viens de dire, c'est économique. Tout changer en micro-aspersion, mais c'est des... En plus, la micro-aspersion, c'est ultra cher, et on n'a pas du tout les moyens de financer ça. Mais ce serait combien, tu penses? Genre, c'est en milliers d'euros ou c'est en dizaines de milliers d'euros? Ah, dizaines de milliers d'euros. Dizaines de milliers d'euros. Ah oui. Ah bah sur 4 hectares et demi, parce que la micro-aspersion, c'est pas un rang d'aspersion, tu doubles. Parce que vu que ça fait moins, tu dois doubler. Donc tu doubles toutes tes aspersions actuelles sur 4 hectares. Et bon, après, tu dois peut-être avoir des aides, je pense, mais même sans, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Et ça ne m'étonnerait pas que l'ensemble soit autour des 50 000. En vient la nuit. C'est-à-dire que la nuit, si on se dit que c'est le maraîchage qui arrose la nuit, parce qu'on n'aura pas le choix, mais du coup, quid de l'arbre? L'arbre, elle pourrait tenir pendant un temps sans irrigation, parce que nous, on arrose la nuit. Mais jusqu'à quand? Parce que le maraîchage... parce qu'on n'a pas assez de pression pour faire tout. Mais l'arbre, tu peux lui faire un jour semaine et tu zappes un jour semaine au marèche ou tu vois, un truc comme ça. Tu vois bien qu'après une journée de 40 degrés en marèche et tu passes la nuit en plus et t'attends la nuit de la prochaine, tu crames 80% des espèces. Enfin, du coup, le maraîchage passerait en priorité. Vous arrosez tous les jours en marèche? Quand il fait 40 degrés, il y a des choses, oui. Ça dépend lesquelles. Mais vu qu'on est sur le principe, des fois, dans l'agricole, là, c'est pas marqué, mais la question de savoir sacrifier aussi des trucs, tu vois. Il y aurait une Ou est-ce que réflexion. vous diriez, en fait, vaut mieux arrêter le maraîchage et préserver tout le reste? Ou t'arrêtes les feuilles? Non, parce que la réflexion, ça serait plus la circuit commercialisation. Qu'est-ce qui intéresse plus les gens? C'est pas des fruits, c'est aussi des légumes, je pense. La majorité que ce que tu manges, c'est pas des fruits, c'est des légumes. Donc je pense que justement, ce serait le maraîchage que tu privilégierais et tu dirais, tant pis pour les fruits cette année. on récolte jusqu'au moment où l'arbre n'arrivera plus, tu vois. Avec une forme peut-être de mortalité aussi pour les arbres, ça on n'en sait rien. Quid des décisions territoriales, tu vois, sécheresse oui moi, ça se trouve dans la Drôme, on a décidé de soutenir beaucoup plus les fermes agroécologiques ou pas. Ça n'a pas été le cas quand on l'a eu et que ça a été. Tu vois, ils auraient pu dire les fermes en bio, ça pourrait. C'est dans un autre monde politique. Mais là, c'est pas le cas. Il y a 7 mois, on a privilégié l'arrosage des céréales et du maïs. Voilà. Et les derniers qui étaient en bout de course dans la Bourne, c'était les paysans bio qui n'avaient zéro eau, quoi. Ouais. Donc ça a privilégié, la société a privilégié le maïs à ce moment-là. Oui, et pour nourrir des vaches, et pour au lieu de leur donner de l'herbe. Ah non, c'était tout l'inverse. On va essayer de se recentrer sur ce truc. Il y a sécheresse du mois, le maraîchage est plutôt fortement impacté. L'arbo, je l'ai mis là parce que c'est quand même moins impacté. Oui, parce que ça a une plus forte résilience. Donc. Voilà. Le fournil aussi, tu peux le mettre dans le le fournil aussi, ouais. Résilience. Le fournil, il est même plutôt là, quoi. Oui, il est plutôt préparé. Blé ancien, adapté. Tout dépend comment. À la ferme, on aura de l'eau. Vous avez des citernes aussi? On n'a pas de citerne. La récupération d'eau, on est en train de créer un énorme bassin où on récupère cette eau, qui sera filtrée par la terre, tu vois, mais plus en termes de biodiversité, tu vois. L'élevage, vous le metteriez où? Impacté. Ah bah ouais, c'est clair. C'est un élevage laitier? Non. Alors non. Ah bah déjà, ça change. Non. C'est bovin à tout. C'est ovin essentiellement. Non. Pâturage, fumure. La prairie, donc du coup, on est obligé quand même d'avoir de la luzerne, en espérant qu'il y ait... Nous aussi, on a une fumure. Ouais. Mais nous, on transforme... Ça pourrait. Il y a peut-être des porteurs de projets qui viendront pour faire ça, mais pour l'instant, non. Nous, on transforme... c'est des vieux moutons, quoi. Vous les renouvelez pas? Non, si, on les renouvelle et c'est de l'avantage de nature pour nous, mais on ne le vend pas, on ne le valorise pas en tant que tel. Est-ce qu'il y a des arbres pour subvenir, en cas de non-pousse, des annuels Est-ce qu'ils peuvent pâturer sur du végétal pour beaucoup dans la Drôme, quand il fait chaud, déjà, tu le vois bien. De toute façon, tu leur donnes du foin l'été. Non, en été, en général, nous, on a les parcelles irriguées. Donc, en fait, elles passent sous les parcelles irriguées, donc il y a de l'herbe. Mais là, si on n'irrigue pas, du coup, oui, il faudra dépendre de la luzerne ou du fourrage. Vous les mettez dans les vergers? Ouais, pâture dans les vergers, dans les fins de culture marèche et dans les engrais verts et tout ça.
Okay. En vrai, moyennement impacté quand même, l'élevage. C'est ça, c'est moins impacté, mais quand même, moi, c'est plus moins. l'eau. C'est plus l'eau, parce que je pense que si ça dépend quand est-ce que commence la sécheresse, mais si tu as une bonne récolte de fourrage avant, donc ça va. Si tu n'en as pas une bonne, quid, parce que tout le monde va être dans la merde, et donc du coup, tu vas peut-être avoir un problème d'alimentation quand même à un moment donné. Et puis après, c'est quid de l'eau. Ça veut dire que parce que si tu les sors, tu les sors le matin, mais donc du coup, elles vont avoir soif quand même, parce qu'elles vont manger des choses sèches. Et en plus, si tu leur donnes de la viande, ça veut dire qu'en plus de ça, elles vont avoir hyper soif. Donc en plus de ça, parce que de la matière sèche, elles boivent encore plus. Et donc du coup, derrière, il faut de l'eau. Donc moi, c'est plus sur la santé animale que sur une santé économique derrière ça. Il n'y a pas de santé économique. Si on perd notre élevage, ça ne nous impacte pas économiquement et ça n'impacte pas la ferme. Ça impacte la santé animale et donc du coup la maltraitance un peu qu'on aura créée par rapport à ça. Donc, Maraîchage, fournil, élevage, argot, c'est les ateliers principaux, quoi. Ouais, c'est ça. Et la pépinière aussi. Et la pépinière, ça dépend encore de l'époque, mais oui, elle sera impactée. Oui, après c'est des petits volumes d'eau. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut impacter les petits plants. Et donc le modèle global, par rapport à, tu disais tout à l'heure, vous êtes aussi très solidaire. Mais du coup, ils sont obligés de travailler plus tôt. Même de nuit parfois. Oui, ça c'est par rapport à ce qu'elle disait sur la chaleur. Il y aura, là où on sera impacté humainement, c'est la fatigue liée à ça. On l'a bien traversé, par contre, c'est pas sur le moment. Parce que le moment de crise, on arrive, je trouve, à la ferme bien à le gérer. Mais c'est l'après, c'est quand tu as passé ce moment de crise. Et là, c'est les frictions sont. Tu sens, tu sens que tout le monde est sur les nerfs, quoi. Vous faites comment pour pallier On le sait, on a quand même un peu de bagage, donc on arrive à se le dire. Et que parfois, quand il y a des tensions qui remontent, il y en a toujours un pour dire attention, on sait qu'on a passé une mauvaise. On n'est pas là à creuser le truc. Vous êtes quand même préparé. Parce que on a quand même du recul qui nous fait dire que on sait pourquoi on est dans cet état-là. Est-ce que vous avez un accompagnement humain, je sais pas, tous les mois Non, pas extérieur en tout cas. Parents Ah si, après on a avec FEP, avec d'autres fermes, on partage beaucoup avec d'autres fermes et avec FEP sur des FEP, la ferme partagée, qui nous permettent de faire des entretiens individuels, des entretiens de groupe. Si, on en fait beaucoup. Moi, ce que je trouve vraiment essentiel à dire avec ce schéma, c'est que pour l'instant, en fait, il faudrait comparer avec un truc qui est vraiment pas du tout préparé. Parce que là, en fait, vous avez l'impression que vous n'êtes pas préparé, alors qu'en fait, vous l'êtes quand même. Ou que vous êtes très fortement impacté, alors qu'en fait, par rapport à d'autres fermes, peut-être vous n'êtes pas tant. Mais moi, j'ai envie de dire, qui est préparé à ça ? On a personne. Vous l'êtes un peu plus que d'autres. Ouais, mais putain, pour se relever, il faudrait pas que ça nous arrive 2-3 ans de plus. Non, mais ce que je veux dire, j'entends bien la résistance par rapport à un éleveur qui, lui, s'effondrerait en un an. Mais nous, c'est le choc que tu vas te prendre tellement fort, parce que là, c'est quand même un choc fort, que pour te relever, tu dis, ok, tu te relèves. Déjà, tu dis, la robustesse, elle est là. Ça recommence l'année suivante, je suis pas sûr qu'on se relève. Tu vois, c'est ça que. Non, parce que c'est trop fort comme choc. C'est pour ça que je peux te dire que des trucs un peu négatifs. C'est beaucoup, mais c'est sûrement ce qu'on va vivre, mais c'est trop extrême. Et l'agricole n'est pas adapté. En fait, en soi, on essaye de dire qu'on est robuste face à un truc qui va nous réduire de plus de la moitié de la population mondiale. De quoi on parle ? Évidemment qu'on n'est pas à quelle échelle on est. Ouais, c'est trop rapide comme ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est pour ça que moi j'ai du mal avec ce genre de questions. C'est que comment veux-tu t'adapter à ça ? Oui, mais avec la diversité. Oui, mieux. Mais on est mieux armé, ça je l'entends. Mais pour moi c'est trop fort. Donc et puis aussi avec l'ancienneté, parce que tu vois, moi cette époque de la sécheresse, je dirigeais du coup cette ferme à Arles. Et ça a été terrible pour nous parce que c'était l'année où on a planté toutes les haies. Ouais. On venait de planter tous les vergers, des hectares de haies, des linéaires, des kilomètres de haies, des hectares de vergers, le maraîchage qui venait d'être installé 2 ans avant. Et donc on n'a pas réussi quoi. Et le projet n'a pas. C'était quand même dur à voir quoi. Bah oui, clairement. Quand tu installes tous les forts que tu installes, si ça tombe donc quand tu es en installation du tout. Ça fait 4 ans qu'on produit rien en arbo parce qu'à cause de plein de choses là. Et oui, l'amour propre au bout d'un moment, tu travailles pour rien. Hein. Lors de l'atelier, on a aussi testé la robustesse de la ferme face à un autre choc, le départ d'un associé. Cela aurait été trop long de vous partager ces réflexions ici. Cet atelier nous a permis de comprendre que la ferme des Volonteux
avait énormément travaillé sa robustesse. Mais encore une fois, dans un système qui soutient encore la performance à tout prix, si ce sont juste quelques fermes qui constituent une marge robuste, c'est difficile de voir des résultats concrets à l'échelle d'un territoire. Les mots de David, lors d'un petit temps d'échange que j'ai pris avec lui après l'atelier, confirment cela. En l'écoutant, je me suis dit que j'aurais beaucoup aimé avoir le regard d'Olivier Amand en particulier sur son témoignage. Olivier, si tu nous écoutes, fais-nous signe. Moi j'ai beaucoup écouté Olivier Amand, donc je connais très bien le sujet. Je le trouve très très intéressant d'un point de vue sociétal. Si on l'applique dans nos fermes, en fait, il y a une forme de binarité qui n'est pas simple, c'est qu'on vit dans ce monde efficace. Et la robustesse qu'on souhaite avoir dans un monde efficace, c'est performant, pardon, ouais. Voilà, dans la performance, ouais. Oui, pardon. Dans la performance, c'est des pics de performance très fortes qu'il faut tout avoir. Et le mieux, et ce qui est normal, hein, il y a des pics de partout de performance dans la nature, mais sauf que là, il faut les rapprocher constamment, voire parfois être beaucoup dans la performance pour amener de la robustesse. Je m'explique. Avant, on avait un système agricole qui était très robuste, qui était avant le remembrement. C'était robuste. On l'a détruit. On a tout détruit, on est allé dans la performance, et on a délité un peu tous les écosystèmes et nos systèmes sociaux et autres. Ça s'est délité. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en ce moment, c'est essayer de réparer. Et pour réparer avec l'urgence climatique, c'est de la performance. Ça nous amène à devoir être performants pour remettre de la robustesse. C'est comme un chemin inverse, c'est comme une sinusoïde. On était dans la robustesse, on arrive dans la performance, on doit recontinuer la performance pour revenir dans la robustesse. Donc, dire qu'on est des systèmes robustes, oui et non, tant qu'on est dans le monde justement d'efficacité extrême, du coup, la robustesse, elle est bancale. J'ai du mal avec le discours, même si je l'entends, et c'est très beau d'Olivier Amand à dire mais la robustesse existe déjà, elle est déjà là. Plus ou moins. Oui, elle est là, mais on est faible. Il y a un effondrement rapide, d'un coup systémique, hyper rapide. Oui, ça je l'entends bien, c'est ce qu'on disait justement, c'est rapide. Du coup, il y a une efficacité de la robustesse parce que direct, le maillage solidaire se met en place et va se concentrer vers ceux qui ont pensé les solutions. Un délitement lentement de la société. Ce qui est en train de se passer. Ne permet pas à la forme de robustesse qu'on est en train de mettre mise en place et qui est bien ancrée dans ce monde performant, cette robustesse est bancale et peut se casser la gueule. Parce qu'on est toujours dans les normes économiques actuelles, on est toujours dans le souci de la rentabilité malgré notre robustesse, et c'est ça qui maintient notre robustesse. On est toujours obligé d'utiliser les tracteurs tels qu'on les utilise avec le fuel pour pouvoir maintenir notre robustesse. On est toujours obligé de chercher l'efficacité énergétique avec un soutien énergétique pour maintenir un système qui, lui, est du performant. Donc en fait, on est toujours... c'est schizophrène. On est dans une schizophrénie. On est dans les deux constamment. Ça veut dire qu'on vient nourrir, la performance vient nourrir le robuste. Mais si un jour ça se délite et qu'on nous enlève les droits, qu'on nous enlève des capacités, qu'on nous enlève la capacité de pouvoir, j'en sais rien moi, de commercialiser bio, ou le label bio, ou la confiance vis-à-vis du bio, ou même des subventions, ou des fonds, ou l'incapacité de pouvoir, j'en sais rien, d'avoir des aides, quelles qu'elles soient. En fait, on aura beau créer de la robustesse, ça va se casser la gueule avant que tout se casse la gueule. Et donc, quand ça se cassera la gueule, la robustesse n'existera plus. Donc, moi, je mettrais des nuances là-dedans. Et je mettrais que, en fait, pour atteindre une forme de robustesse très forte, il faudrait qu'on active une performance énorme nationale, et pas Comme que... une grosse grippe mais exactement. C'est la même chose. On ne peut pas considérer des micro-robustesses comme étant le fruit d'une robustesse globale. Ouais. Non. Le monde entier est un corps humain, il faudrait que tout le monde se mette en route. Exactement. On a une grippe et là, pour l'instant, on ne fait rien pour... c'est comme si on laissait la grippe prendre le dessus et qu'on ne met pas la performance à fond
pour justement remettre la structure robuste en place et pour que le système Terre, et on s'en fout la Terre, le système humain au sein de cette Terre puisse se maintenir. On ne le met pas en place. La terre, oui, on s'en fout la Terre parce que la Terre elle a bien vécu pire. Je veux dire, c'est pas. Faut arrêter de dire. Oui, c'est bien de préciser quand même. Mais il faut arrêter de se dire qu'on va sauver la planète. Non, en fait, il faut sauver l'humain. Il faut sauver la faune et la flore qu'on connaît nous et qu'on n'a pas envie de perdre. En fait, c'est ça qu'on veut. Parce qu'en soi. Comme n'importe quel animal. La Terre elle va survivre de nous, il n'y a pas de problème, et elle va recréer des espèces par la suite, il n'y aura pas de problème dans des millions d'années, et puis voilà, on s'en fout de ça. Enfin, je veux dire, c'est plus nous. Est-ce que nous, on a envie de rester sur cette Terre, en fait ? Et sur quel type de Terre ? Olivier Hamon écoute ça. Mais cette vision-là. Moi aussi, c'est ce qui me manque dans ce discours-là. C'est un des éléments qui me manque dans ce discours-là, même si je trouve son discours très intéressant. Mais en fait, c'est beaucoup plus global. Et c'est là où je me dis que je crois... Je suis un peu pessimiste. Je crois peu à ce que nos systèmes robustes puissent se maintenir longtemps si ça se délite lentement. Je crois pas. On va avoir beaucoup de mal. Notamment, tout simplement, avec la force humaine qui est dedans, qui se fatigue fortement aussi. Et on enlève cette espèce... Oui, nos systèmes sont robustes, très bien. Oui, mais enfin, les humains qu'il y a là-dedans, au bout d'un moment, c'est l'énergie, leur amour-propre, leur sacrifice. Et ça, on peut pas non plus dire que ça... Est-ce que jusqu'à quel point ça peut être robuste ? Enfin, tu vois, c'est ça. Là-dedans, non, au bout d'un moment, ça va se déliter. Comme n'importe qui, eux, ils ont besoin... tout le monde a besoin d'un salaire, tout le monde a besoin d'être dans ce monde-là, tout le monde va faire ses courses aussi, et donc, du coup, si ça se délite lentement, ça va impacter l'humain qui va plus réussir à maintenir ce petit système robuste qui était mis en place. Enfin, c'est une architecture. Mais oui, mais c'est ça. Exactement. Et donc, je me dis juste, moi, je ne peux pas faire autrement les choses. Je le ferai jusqu'à quand que j'ai cette énergie-là. Mais cette dichotomie, entre guillemets, mais en tout cas, cette binarité entre la performance et la robustesse, je trouve qu'il y a des nuances à apporter. Moi, j'aime beaucoup cette réflexion-là, mais il y a des nuances à apporter. Et qu'il ne faut pas voir que par ce prisme-là. Ça veut dire que ou alors il faut qu'elle soit globale, et comment on la fait pour qu'elle soit globale, quoi. Comment on réinvente tout le temps les choses. Mais bon, bref, j'ai l'impression qu'on réinvente la roue tout le temps, en fait. C'est peut-être le problème humain aussi. Mais... Moi, j'apporterais encore un autre élément, c'est que oui, tu es pessimiste, oui, on va vers des temps plus durs, mais il faut qu'il y ait des humains qui continuent à faire fonctionner le monde humain, la société humaine par la suite. Et vous êtes en train de construire aussi des graines pour que post-apocalypse, non je rigole, mais post-grosse crise, en fait, vous avez déjà construit des grosses bases pour la suite. Et donc, dans ce monde peu robuste et très fluctuant, il y a des fermes en conventionnel qui sont sensibles à la moindre fluctuation et qui peuvent très vite péter. Et en fait, je me dis que vous êtes quand même si vous êtes l'humain au sein de la ferme collective n'est pas en pleine forme et épuisé parce que ce monde épuise l'humain, mais globalement, vous construisez une robustesse, vous construisez un sol un peu fertile pour la suite et pour nourrir des futurs scénarios peut-être dans 20 ans, quoi, ou 30 ans, ou tu vois. Oui. Moi, moi j'aime bien me dire, je suis un optimiste pessimiste dans le sens que mon pessimisme m'amène à vouloir continuer à faire bouger les choses. C'est ça mon optimisme aussi, à dire non, en fait on s'arrête pas. Je suis pas fataliste en fait. Je continue malgré tout, et c'est ça mon côté optimiste. C'est peut-être ça qui devrait arriver en fait. C'est que c'est les crises qui vont nous faire bouger. De toute façon c'est un peu dommage, c'est toujours comme ça l'humain. De toute façon il faut qu'il soit au pied du mur pour bouger. Et puis c'est peut-être ça qui va faire bouger. C'est que si des gros exploitants qui aujourd'hui sortent de la performance à outre mesure se cassent la gueule en premier, mais c'est là où j'en doute parce que c'est quand même là où il y a la perfusion économique quand même qui est mise dedans. Mais bon, si jamais c'est le cas, c'est là où ça peut peut-être faire bouger les choses, parce que en fait ils accepteraient plus ces règles du jeu qui les ont fait tomber.
et se tournerait plus vers une autre façon de faire de la paysannerie sans les règles qui les ont mis dans cette situation-là. Donc ils réinventeraient des choses. Et à partir du moment, et c'est là où on peut dire qu'il y a de la robustesse, c'est l'humain, la robustesse, c'est que face à des situations de crise, c'est là où on est innovant. Et moi, je veux pas innover sans eux. Ça veut dire que j'ai aussi encore une fois, cette binarité de dire il y a les bons, les mauvais. Ben non, en fait, nous, on croit faire les choses bien, mais eux, dans leur façon de voir les choses, ils le font pas mal non plus, ils nourrissent la population aussi. Hein. Donc, il y a peut-être des œillères, on arrive à voir lesquelles sont pour nous, mais en fait, on aura besoin d'eux aussi dans ce changement. Donc, effectivement, si c'est là où peut-être il y a un petit espoir, c'est que si leur système se casse la gueule plus vite, bah eux ils se laisseront pas non plus, parce qu'ils sont robustes, ils se laisseront pas non plus anéantir. Ils réinventeront. Et c'est là où il y a des cartes à jouer. À se dire, revenez à des choses qui existent depuis des millénaires en fait. Qui est juste, qui fait le fondement de nos agricultures. Et que le système qui existe depuis 80 ans n'est pas forcément le bon. En fait, il y a 10 000 ans derrière nous qui nous indiquent qu'il y a des choses... Parce que nous on croit inventer des choses, on n'invente rien. Hein. On refait un système familial. En fait, le collectif, c'est le système familial de l'époque. Hein. Mais c'est juste que maintenant, c'est plus notre famille. C'est partagé par différentes personnes. Mais en fait, c'est revenir à ça, quoi. Donc, je pense que si ça s'est perçu, bah, du coup, ça recréera des petits systèmes de partout pour subvenir notamment à nos besoins. Et donc, du coup, à quelque chose de très vital. Et donc, du coup, à de la robustesse. Peut-être que c'est ça, une des solutions. Et une dernière petite question, est-ce que toi, au sein de ton activité d'arboriculteur, au sein de la ferme des Volonteux, il y a un tout petit pas que tu pourrais faire demain pour remettre un tout petit peu plus de robustesse dans ton travail? Ou alors t'as déjà... tu te regardes dans la glace et t'es sûr et certain que tu fais de ton mieux. Est-ce qu'il y a un tout petit truc que tu aimerais faire Non, mais on est déjà dans ces réflexions. Et non, il y a toujours des choses à changer. On est constamment dans cette réflexion d'améliorer. Nous, par exemple, en arboriculture, si c'est l'arbre qu'il faut parler, en fait, on a des espèces qui sont calibrées pour répondre à une demande. Donc, du coup, à des fruits bien calibrés, d'un point de vue gustatif très précis. Peut-être qu'il va falloir commencer à réfléchir aux variétés, réfléchir à la pérennité des variétés et donc du coup à l'adaptabilité, à mettre peut-être des variétés un peu plus rustiques, mais donc du coup qui n'ont pas forcément le côté gustatif qu'on connaît, le faire doucement pour pas non plus que ça soit brutal et que les gens arrêtent d'acheter les fruits. Réfléchir sur les porte-greffes, sur qu'est-ce qu'on greffe comme type de variété, mais parce que même les porte-greffes, on a une grosse problématique de campagnol sur les pommiers, c'est peut-être réfléchir à un système racinaire différent, donc revenir sur du pommier franc, alors qu'on était sur des Rolls-Royce, normalement du porte-greffe, mais du coup qui avait une fragilité très forte, peut-être revenir à un truc qui est moins Rolls-Royce, mais par contre qui a une robustesse beaucoup plus forte face aux aléas de la faune. Là, en ce moment, c'est ça. Donc, si j'ai un pas à faire, en ce moment, je le suis en train de le faire, c'est de réfléchir sur cette notion que déjà garder ce qu'on a et éviter que ça se délite. Juste rester, pas aller plus loin, mais déjà garder ce qu'on a et éviter que ça se délite et transformer ce qui existe déjà pour le maintenir par rapport au changement qui est en train d'être fait. Si déjà j'arrive à faire ça, c'est cool. Ok, merci. Écoute, ouais. Je vous propose maintenant d'écouter Manon, paysanne à la Batailleuse dans le Doubs. Ce qui a motivé Manon à rejoindre cette ferme associative il y a 8 ans, c'est que, dans la ferme, c'est une femme qui s'occupait des vaches. Les fermes où Manon a travaillé précédemment comportaient une diversité d'ateliers, mais il y avait peu d'entraide, elle se sentait seule et était physiquement épuisée. Même s'il y avait plusieurs humains sur la ferme, la dimension collective ne s'incarnait pas. À la Batailleuse, elle a commencé fromagère pendant 4 ans et depuis 4 ans, elle prend soin des vaches. Son témoignage touche à la dimension robuste du collectif agricole et des réseaux de fermes, mais aussi à la perte de robustesse d'un élevage lorsque les éleveuses et éleveurs perdent leur savoir-faire, la maîtrise de chaque maillon de la chaîne
et donc leur lien à l'animal, de la naissance à la mort. La Batailleuse est un CLAJ, club de loisirs et d'action de la jeunesse, fondé dans les années 80, qui fonctionne en autogestion et qui a pour but d'offrir aux enfants et aux adultes un lieu privilégié, propice à l'écoute, aux rencontres, aux activités de la ferme et de découverte du milieu montagnard rural. Je m'excuse pour la qualité du son. Il y avait du vent et j'avais oublié la bonnette de mon micro. Je me présente du coup. Voilà, moi je suis Manon, je suis vachère à la ferme La Batailleuse à Regent, dans le Doubs. Et du coup, ça fait 8 ans que je suis à la ferme, là-bas. C'est une structure où on est tous salariés en autogestion. Alors ça, c'est défauts et ses qualités. Moi, je suis rentrée au CLAJ après avoir essayé de m'installer pendant au moins 4 ans. J'ai essayé de chercher une ferme. Au début, ma première ferme, c'était dans mon village d'enfance. Et c'était une association en GAEC. Je me serais bien installée avec elle, mais sauf que la ferme s'est vendue et je voulais pas reprendre toute seule, en sachant la difficulté que c'est d'être paysan, parce que j'ai commencé là-bas à 14 ans à travailler avec elle. Et assez dur, mal payé c'est sûr, mais avec une optique dans ma tête que c'était, je voulais une ferme à taille humaine, facile à travailler, en diversifier aussi, parce que tout le temps faire la même chose, moi ça me parlait pas. Du coup, je suis assez impressionnée aussi par rapport à ça, qu'en fait, oui, le monde paysan et ses paysannes. J'aimais pas les tracteurs, j'aimais pas tout ce qui était costaud, puis c'est que en fait j'étais traumatisée avec l'école, au lycée agricole, ou à Vesoul, où t'es en Beauvalet avec des grosses machines, et c'était hyper violent. Et du coup, voilà, moi au début j'ai commencé chevrière, transformation fromagère avec des cochons, des volailles, et voilà, faire un peu tout soi-même à la ferme. Après, la société a aussi beaucoup bougé. Avant, on tue à la ferme notre cabri et on venait chercher la viande et c'était ok. Et maintenant, on doit passer dans des abattoirs, on est en camion. La bête, on la voit plus mourir. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que je trouve dur à vivre. Parce qu'en étant éleveuse, oui, j'aime faire du fromage, j'aime manger de la viande. Mais du coup, ce qui me va plus en ce moment, c'est de emmener une bête dans un camion. Pour moi, c'est un peu abandonner voilà, je trouve ça, dans le côté robuste, je trouve ça pas robuste dans le sens que demain, s'il n'y a plus d'abattoir, demain, si on perd le savoir, et moi, c'est un truc que j'ai pas envie de perdre, de savoir découper de la viande, de savoir donner la mort aussi, ou de savoir, de garder cette connaissance. Et le lien aussi. Et le lien jusqu'au bout. Carrément, ce côté, comme je l'expliquais, de remercier jusqu'au bout ton animal, même après la mort, de dire, voilà, tu m'as donné du lait, maintenant tu me donnes ta viande et je t'en remercie. Et je trouve que c'est, pour moi, quelque chose qui m'aide dans mon quotidien et dans mon élevage. Et puis, c'était les jours de congé. Il y avait marqué 2 jours de congé, 6 semaines de vacances, et j'ai dit non, mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'ils font, cette batailleuse, en étant à gagner autant pour ses salariés et tout, comment ils font? Et en fait, j'étais au début curieuse de la structure. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'a beaucoup plu, c'était le travail en collectif. Alors oui, ça te remet aussi beaucoup en question. Ça, c'est pas fait pour tout le monde de vivre avec... je pense que sur le coup, on a l'impression que on va pas y arriver, de travailler à plusieurs avec des caractères différents et des gens différents. Mais en fait, il y a, je trouve, beaucoup d'outils qui permettent soit de te remettre en question aussi. Après, il faut être assez ouvert d'esprit, je pense, pour amener à ça. Et puis, je trouve que dans ces rencontres comme on fait actuellement, là, avec les fermes partagées, les rencontres collectives, tu as quand même ce côté où plus on a des idées, plus on se rend compte qu'on traverse les mêmes problèmes et on travaille sur des outils pour améliorer nos fermes et nos collectifs. Et pour moi, la robustesse, c'est d'être vraiment à plusieurs, parce que tout seul, en fait, tu peux pas être robuste. Il y a trop de choses qui nous entourent et qui nous écrasent.
Et puis, je pense que dans toute la vie entière, en fait, on est quand même toujours collectif, quoi. L'être humain, il est comme ça. Mais il y a aussi des animaux qui vivent en meute, qui vivent ensemble. Et de toute façon, même pour procréer, on est obligé d'être ensemble. Alors, dans tous les cas, c'est, voilà, on sait faire pour vivre à plusieurs. Et pour moi, ouais, les fermes, c'est primordial que ce soit partagé ensemble et dans les rencontres, parce que du coup, c'est un métier qui est dur, ça c'est clair, mais du coup, plus on est ensemble, plus c'est fort dans le travail et dans les échanges pratiques. Voilà. Donc tu penses que malgré les coups durs qu'ont les fermes collectives en ce moment, globalement, l'avenir est collectif et donc il y a forcément plus de robustesse dans une ferme, on est à plusieurs. Complètement, ouais. À condition d'avoir les outils. Et de l'accompagnement aussi. Les réseaux, quand même, je trouve que les réseaux, c'est hyper important, même dans toutes les fermes. On se rend compte que, même moi, je fais partie de la Confédération paysanne, malgré que chez nous, c'est vraiment petit, comme on n'est pas beaucoup, mais ce regroupement de paysans aussi, le comté à la base, c'était aussi intéressant de se dire, c'est plusieurs fermes qui se retrouvent pour mettre en commun leur lait et puis voilà, avoir une éthique. Après, au jour d'aujourd'hui, il y a une pression tellement financière que même ça se sent dans le comté et c'est hyper lourd à porter, je trouve. Mais ça fait toujours plaisir de se retrouver entre coopérateurs et de dire, ben voilà, c'est quoi tes problèmes dans ta ferme? En fait, on a les mêmes problèmes, sauf que nous, les problèmes qu'eux, ils se rencontrent, moi je me dis, mais en fait, ouais, je rencontre ces mêmes problèmes, mais par contre derrière il y a le collectif, quoi. Et en fait, sans le collectif, je serais déjà foutu. Là, il y a eu la DNC, la FCO cette année. Nous on a eu la FCO, mais on était dans la zone de DNC, voilà, au niveau stress, angoisse, tout, en fait, c'est hyper violent. Et de se dire, ça tu te retrouves tout seul ou même à deux, au niveau mental, c'est hyper dur. Et je me dis, mais comment ils font les autres pour... en fait, non, je sais comment ils font, quoi. Et du coup, tu te dis, mais en fait, le collectif, il t'aide vachement à relativiser, à trouver des solutions. Voilà, il nous avait interdit de faire venir les gens à la ferme. Ça, c'était le truc qui m'a un peu plus tué. Et en fait, paf, la batailleuse, tiens, on va faire la boutique en bas. Là. On développe d'autres choses, on s'adapte. Et en fait, c'était comme le Covid, quoi. Oui, on s'adapte à chaque fois qu'il y a un truc. Et je trouve que quand t'es tout seul, tu peux pas t'adapter à ça. Nous, on a l'arrivée du loup. Quand t'es tout seul, tu peux pas mettre un chien en place tout seul, c'est trop la misère, t'es toujours en train de courir. Que quand t'es à 2, en fait, oui, ou à 5, ou à 8, en fait, c'est tellement plus vivable, en fait. Tu respires, quoi. Tu dis, ah ouais, en fait, on va poser, on va faire, chacun va donner son avis, et puis en fait, tout le monde a des avis différents, mais aussi qui sont hyper constructifs, voilà, complémentaires, constructifs. Et c'est chouette. Et en fait, dans une ferme seule, c'est pas possible. Et si c'est les autres derrière qui ont du pognon et qui connaissent pas le monde de l'agriculture, c'est dur de se faire accompagner avec eux. Moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé au clash, quoi. C'est qu'on n'a pas du tout cette pression d'achat, de capitaux. Et je crois que ça m'a vachement aidé dans mon installation parce que j'étais hors de cadre familial. Je voulais une petite ferme et du coup, effectivement, financièrement, j'avais pas du tout l'argent pour ça, ni la famille pour accompagner qui avait une ferme. Du coup, c'est vrai qu'un clash où t'arrives, l'association, la ferme, elle est déjà sur place. On est plusieurs à travailler. Du coup, ça roule. Après, là, nous, on est plus dans la difficulté de la société où qu'en fait, on n'a plus de subventions, que les associations, c'est de pire en pire au niveau des subventions. On galère plus là-dessus. Et du coup, voilà, c'est plus cette problématique qui nous fait mal actuellement et que faut qu'on s'en sorte. Et je pense qu'on s'en sortira ensemble. Et que si c'était une ferme individuelle, elle mettrait la clé sous la porte, elle s'arrêterait. Avec les fermes partagées et EU Farms, nous lançons un appel. Si vous êtes paysanne ou paysan, comment vous situez-vous par rapport à la performance ?
par rapport à la robustesse. Ce reportage est aussi un appel aux mangeurs et mangeuses, aux décideurs politiques, à soutenir ce que l'on peut appeler les marges robustes dans lesquelles se situent ces fermes et qui expérimentent des modèles vertueux. Je vous rappelle que de nombreuses ressources sont disponibles dans les notes de l'épisode pour compléter cette écoute et que vous pouvez aussi vous abonner au Mycélien et recevoir chaque mois une newsletter thématique pour nourrir votre agroécologie. J'espère que ce reportage vous aura informé pour mettre en mouvement votre corps vers la régénération du vivant par l'agroécologie. Avant de passer à une autre occupation, je vous invite à prendre un petit temps pour intégrer les messages clés avec lesquels vous repartez de cette écoute. Si cet épisode vous a plu, je serais très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube. Et pour aider à sa diffusion, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou envoyer cet épisode à 3 personnes qui pourraient se nourrir de ce reportage. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez le soutenir en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre régulièrement. Elle en a besoin, et vous aussi.